Pour analyser maintenant cette mise à jour des finances publiques à Ottawa, je retrouve Clément Gignac, économiste en chef au groupe industriel Alliance. Bonsoir, Monsieur Gignac. Bonsoir. D'abord, le déficit, parce que c'est le chiffre que tout le monde attendait, presque 382 milliards de dollars pour l'année en cours. C'est 38 milliards de plus que ce que le gouvernement prévoyait au mois de juillet. Mais quand même, c'est moins que ce à quoi plusieurs s'attendaient. On parlait jusqu'à 400 milliards. Est-ce qu'on doit se réjouir d'abord du montant du déficit annoncé aujourd'hui ou s'en désoler? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Bien, on ne peut pas se réjouir quand on a des déficits de Mhm. cette taille-là, mais on doit se réjouir, par contre, de la décision du gouvernement fédéral, qui est un des pays qui en a fait le plus là, dans les pays de l'OCDE, pour supporter les entreprises, supporter les ménages, puis éviter une dépression économique. En fait, ils ont tellement supporté les ménages que le revenu des ménages a augmenté finalement au lieu de diminuer durant cette récession-là. Donc, l'important, c'est que ce soit non pas des déficits récurrents. Et là, je salue la transparence de la ministre qui a présenté un plan sur 5 ans. J'étais même pas sûr qu'il présenterait cela cette fois-ci. Je pensais que ce serait au printemps prochain. Mais on voit là qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Puis on va avoir besoin d'une carte routière encore un peu plus claire pour voir comment on peut arriver à 25 ou 30 milliards de déficit, parce qu'il y a Ouais. d'autres peut-être programmes qui vont être annoncés, assurance médicaments, garderie, ou le plan de relance de 70 à 100 milliards que le gouvernement promet, qui n'est pas inclus dans les chiffres dont vous avez parlé. Oui, parce que justement, concernant les prévisions à venir, là, l'autre donnée surprenante quant au déficit, c'est que le gouvernement prévoit ramener ce déficit d'ici à 3 ans, donc d'ici 2023-2024, presque au niveau où il était avant la pandémie, c'est-à-dire aux alentours des 40 milliards. Est-ce que c'est réaliste de penser que le déficit va fondre aussi rapidement que ça après la pandémie au Canada? Il va fondre rapidement, mais autant que ça, j'y crois pas. Mhm. Parce que, premièrement, ces chiffres-là n'incluent pas justement le plan de relance de 70 à 100 milliards que le gouvernement promet qui va être dans le prochain budget. Deuxièmement, dans le discours du trône, ils ont parlé de nouvelles dépenses qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, clairement, là, pour arriver à 30 milliards, il faudra augmenter les impôts de façon substantielle. Et je ne pense pas que c'est un gouvernement minoritaire qui va nous annoncer ça avant les prochaines élections. Donc, il faudra le surveiller de près. Mais oui, une réduction importante du déficit d'ici 2 ans, puisque 80 des mesures là, qui ont été mises en place, là, pas loin de 300 milliards de mesures, c'est quand même des dépenses non récurrentes. C'est pour ça que le déficit va baisser assez rapidement, là, autour de 100 milliards ou 60 milliards. Mais il y a quand même un bon bout de chemin à faire avant de se ramasser à 30 milliards ou à l'équilibre Oui, budgétaire. bon. Au niveau du ratio dette-PIB, parce que le gouvernement nous répète souvent que l'indicatif de la bonne santé financière d'un pays, c'est pas le déficit, mais plutôt la ratio dette-PIB. Ce ratio s'élève maintenant à 50,7. C'est une augmentation de plus de 10 par rapport à l'année précédente, alors évidemment qu'il n'y avait pas de COVID. Est-ce que ce ratio dette-PIB est dramatique selon vous? Bien, l'idée suivante, c'est si on regarde, il faut comparer, hein. On Oui. est parti d'une position de départ bien mieux que tout le monde, puisqu'on était à 30 du PIB, le plus faible dans les pays industrialisés, ou parmi les plus faibles, je devrais dire. Qui plus est, si on regarde au milieu des années 90, lorsque Paul Martin est devenu ministre des Finances, on avait un ratio de dette PIB de 70. Donc, même aujourd'hui, à 52, ou dans 2 ans, à 55, on sera encore inférieur à ce qu'on était là, 20 ans. Qui plus est, c'est le service de la dette qui est important de regarder aussi, pas juste le ratio d'endettement. Le service de la dette, actuellement, c'est moins de 8 sous là, par dollar de revenu du fédéral, alors qu'au milieu des années 90, c'était 38 sous par dollar. Donc, on n'avait aucune marge de manœuvre. Là, au moins, on a de la marge de manœuvre, mais il faudra surveiller attentivement les prochaines décisions, voir si on lance des programmes permanents, comment on les finance, parce que sinon, c'est la cote de crédit du Canada qui va être abaissée. Oui, justement, parce que là, vous nous dites que c'est encore gérable, mais reste que la dette accumulée à cause de la pandémie est astronomique au Canada, plus de 1 000 milliards de dollars, en fait 1 107 milliards de dollars précisément. Le gouvernement Trudeau fait le pari que les taux d'intérêt vont rester encore bas longtemps, c'est ce qu'on imagine. Est-ce que c'est un pari qui est risqué? Bien, pour l'instant, là, la majorité des experts s'entendent pour dire que les 3 à 4 prochaines années, les taux d'intérêt vont rester très faibles. Qui plus est, on a la Banque du Canada qui intervient beaucoup plus. Maintenant, c'est 30 de la dette qui est détenue par la Banque du Canada. D'autres pays sont autour de 40-60 d'autres banques centrales. Mais clairement, il faudra qu'on monte une discipline pour ramener le déficit rapidement. Parce que là, c'est des circonstances exceptionnelles.
puisque le taux d'inflation est faible, la Banque du Canada peut se permettre de faire ça. On imite également la Réserve fédérale, mais on ne pourra pas soutenir ça là, à moyen terme sans avoir une décote importante là, de la part des agences de notation. Oui, des impacts évidemment à long terme. Sur les dépenses maintenant de cette annoncée économique, il y en a eu pour plus de 400 milliards jusqu'à maintenant à cause de la pandémie. On nous annonce aujourd'hui entre 70 et 100 milliards de dépenses supplémentaires pour un plan de relance post-pandémie qui va s'échelonner sur les 3 prochaines années. En fait, je vous demanderais qui sont les grands gagnants, selon vous, de cet énoncé économique? Bien, au niveau des entreprises, on a moins de faillites au Canada que ce qu'on aurait pu s'attendre, hein. Donc, clairement, les entreprises sont très appuyées par le fédéral. Évidemment, on est un peu déçus qu'il n'y ait pas des mesures spécifiques pour certains secteurs. Je pense qu'on laisse ça plutôt au champ des provinces quand on parle de restauration, tourisme. Les individus également ont été fortement appuyés, puisque c'est la première fois de l'histoire là, moderne qu'en pleine récession, le revenu des ménages s'accélère, que le taux d'épargne augmente. Donc, là-dessus, je pense qu'on a fait beaucoup. Par contre, du côté des provinces, on a été très surpris. C'est les grands oubliés, je vous dirais, Esther, là, Mhm. dans cette mise à jour économique. Il va y avoir des discussions très viriles parce que les provinces, vous savez, s'occupent de la santé, on voit le coût augmenter et la participation du fédéral n'est pas à la hauteur de ce qui était il y a 20 ans. Et en plus, la formation de main-d'œuvre, hein, parce que quand tu as des licenciements permanents, une fois que tu as épuisé l'assurance-emploi, tu te ramasses sur l'aide sociale qui est au niveau des provinces. Et la formation de main-d'œuvre, c'est des provinces. Je n'ai pas vu d'enveloppe additionnelle là, pour venir en appui aux provinces pour aider les gens qui malheureusement perdent leur emploi. Donc, les grands perdants, à la lumière de ce que vous nous dites, ce sont les provinces. Il n'y a pas de transfert non plus au niveau de la santé, ce qui est demandé depuis Oui. longtemps par les provinces. Ou, ou Est-ce- on s'en garde dans le cadre de négociations à venir avec les provinces. Et peut-être ce sera une partie du 70 à 100 milliards qu'on va aller chercher pour pouvoir appuyer les provinces. est-ce qu'il y a d'autres oubliés dans cet énoncé économique? Bien, écoutez, quand on regarde tout ce qu'on a fait, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Les oubliés, c'est les secteurs où que je m'attendais du côté de l'aérospatial, la restauration, le tourisme, les hôtels. Vous savez, même s'il y a un vaccin là, au printemps ou à l'été, ça Mhm. va prendre un certain temps avant qu'on ait un retour à la normale. Donc, il y a certains secteurs de l'économie, c'est plus en termes de 2, 3, 4 ans, surtout aérospatial, que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il y a probablement des déceptions au niveau des dirigeants de certaines grandes entreprises là, au Canada. Est-ce que on prend pour acquis, peut-être un peu trop au gouvernement, que quand la pandémie va être derrière nous, l'économie va recommencer à rouler à plein régime, les emplois vont revenir, toutes les entreprises vont être sauvées, les revenus vont rentrer comme ils rentraient avant. Est-ce qu'on fait preuve de trop d'optimisme au gouvernement? Bien, écoutez, c'est difficile de critiquer parce que c'est du jamais vu. On n'a Mhm. pas de point de repère. J'en ai pas, il n'y en a pas. On y va pour le mieux. C'est toujours d'ailleurs ce qui est recommandé. Il vaut mieux en faire plus ou peut-être un peu trop que d'en faire pas assez. Parce que par le passé, quand on n'a pas fait assez, ça a donné des dépressions économiques ou des grosses récessions. Donc, clairement, il faudra suivre ça. Mais ce n'est pas une science exacte, hein. Est-ce que le vaccin va être efficace? Est-ce qu'il n'y aura pas de mutation? Est-ce qu'il y aura une autre pandémie qui pourrait suivre Mm. 3, 4 ans après? Ce qui serait important, ce serait vraiment un plan de retour assez rapide, ben, peut-être pas si rapide que ça, mais un plan sur 5 ans crédible de retour à l'équilibre budgétaire pour se préparer au cas où ce serait suivi par une nouvelle pandémie ou un ralentissement économique assez important. Oui, vous parlez d'un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire, c'est intéressant. Entre-temps, cette mise à jour économique, elle met finalement la table au prochain budget qui va être vraisemblablement présenté au printemps et qui pourrait, ce budget, mettre la table, évidemment, à la prochaine campagne électorale parce qu'on est en un gouvernement, dans un contexte de gouvernement minoritaire. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, on peut s'attendre à ce que ce gouvernement continue de dépenser puisque ça va être un budget préélectoral? En fait, la question ce qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une limite aux dépenses de l'État? Est-ce qu'il y a un plafond à un moment donné que l'État va atteindre en termes de dépenses? Est-ce qu'il y a un plafond quelque part? Mais dans les grands pays du G7, il faut comprendre que les gouvernements peuvent émettre leur dette en monnaie locale. Donc, à partir du moment où tu émets en monnaie locale et tu as accès à ta banque centrale, il n'y a pas, il a pas une limite là, vraiment magique qu'on peut donner. Mais par contre, la limite devient au niveau de la devise, la confiance des investisseurs, la décote. Si jamais le gouvernement exagérait, ce que verriez une décote du Canada, vous verriez le dollar canadien glisser, parce qu'à ce moment-là, il y aurait tout à coup une perte de confiance des marchés financiers à l'égard de la gestion du gouvernement fédéral. Donc, il n'y a pas de chiffre magique,
mais tout le monde s'entend pour dire que assez rapidement, une fois que le vaccin est distribué, il faut avoir un plan crédible de retour à l'équilibre budgétaire. Et si on lance des nouvelles dépenses permanentes comme assurance médicaments, garderie nationale, il faudra que ce soit accompagné de hausses d'impôts. Et là, il faudra voir probablement que les mieux nantis, évidemment, devront être mis plus à contribution parce que ce gouvernement aussi a une priorité, c'est au niveau des inégalités de revenus. Parce que malheureusement, Esther, ceux qui sont les plus frappés par cette pandémie, c'est souvent ceux qui sont plus démunis parce qu'ils n'ont pas accès au télétravail. Donc, clairement, si on veut réduire les inégalités, si on veut se lancer avec des nouveaux programmes permanents, il faudra trouver les sous à quelque part, là. Est-ce que ce plan de relance, justement, crédible, vous diriez, c'est le plus gros défi qui attend le gouvernement, le Canada, au sortir de cette pandémie? Oui, et il est peut-être béni des dieux dans un sens, parce que là, avec l'administration Biden qui vient d'arriver, contrairement à l'administration Trump, probablement à ce moment-là qu'on aura des hausses d'impôts aux États-Unis. Donc, notre compétitivité au plan fiscal ne sera peut-être pas si affectée que ça si on s'harmonise un peu à ce qui se passe aux États-Unis, parce que clairement, les gains capitaux, par exemple, la taxation pourrait être différente. Donc, clairement, je pense qu'on devra bouger mais on aura peut-être cette chance d'avoir un contexte américain qui est différent, qui pourrait supporter une augmentation de la taxation au Canada. Oui, parce que les relations s'annoncent plus faciles quand même avec l'administration Biden aux États-Unis. Clément Gignac, économiste en chef au groupe industriel Alliance. Merci de vos lumières. Très apprécié. Merci, au plaisir. Au revoir.